Je crois qu'il existe un malentendu au sujet de l'Ecclésio, un malentendu que nous allons essayer de dissiper. Vous aviez 23 ans quand votre premier livre, Le Procès-verbal, a obtenu le prix Renaudot, qui confère, sinon une gloire, du moins une sorte de notoriété littéraire. Et les journalistes, c'était en 1963, les journalistes de la presse écrite et de la presse parlée se sont littéralement jetés sur vous, peut-être parce que vous ressembliez davantage à une sorte d'athlète viril qu'à un écrivain français moyen. Est-ce que vous avez été conscient de ce malentendu ou peut-être auparavant, est-ce que vous avez été conscient de l'espèce de choc que représentait pour vous, à 23 ans, le fait de recevoir une distinction de cet ordre? C'est-à-dire le malentendu quand ça s'est produit. Je crois que vous avez raison d'employer ce mot. Quand ce malentendu s'est produit, je n'en étais pas conscient du tout. Parce que je ne connaissais absolument rien du monde dans lequel j'étais lancé. J'étais un petit provincial de Nice qui ne savait absolument rien de ce qui se passait à Paris dans le monde des lettres. J'avais simplement écrit un manuscrit, je l'avais envoyé par la poste. Et j'étais très étonné de tout ce qui a suivi. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir tant de choses étonnantes qui pouvaient se passer après ça. Je croyais que ça... je n'imaginais pas que ça pouvait se produire comme ça. Alors le malentendu est venu du fait que je n'ai pas su me défendre contre certaines agressions de ce monde snob et littéraire qui existe à Paris. Alors j'ai été soumis à un tas de tortures et j'ai appris petit à petit comment il fallait faire pour s'en échapper, pour s'en sortir. Est-ce que vous considérez que ce soir, il s'agit d'une nouvelle torture ou si je le pensais, je n'y serais pas. Mais enfin, c'est une torture, c'est-à-dire que c'est toujours assez gênant de parler de soi devant des caméras. On se sent toujours un peu maladroit. On se demande un peu pourquoi on viendrait parler de soi et pas des autres. Mais cela dit, enfin, à partir du moment où on accepte d'avoir écrit quelque chose et de l'avoir donné à publier, c'est qu'on a l'intention de dire quelque chose aux autres. Et pourquoi pas le dire avec des mots et assis comme ça, devant une caméra, enfin devant deux caméras. Et d'ailleurs, à partir du moment où on écrit, je crois que vous serez d'accord, c'est parce qu'on a l'intention d'être lu. Et vous avez vous-même écrit dans L'Extase matérielle, qui, à mon avis, est le plus brillant des livres que vous ayez écrits, que vous écriviez vous désiriez être lu par des tas de gens, peut-être par des millions de gens. Alors là, il s'installe peut-être un autre malentendu, parce que il faut avouer que pour le lecteur moyen, il y a dans certains de vos ouvrages des passages qui sont assez rebutants. D'un côté, il y a cette gloire. Le Renaudot, c'est aussi, comme le Goncourt, l'ouvrage qu'on offre à Noël. Les gens qui le reçoivent et qui le lisent, qui lisent du L'Ecclésio, sont parfois rebutés par certains procédés d'écriture que vous avez employés. Par exemple, il y a un chapitre qui est écrit en morse. Il y a un chapitre qui est écrit dans un langage absolument incompréhensible, un langage qui n'a pas de code. Il y a de temps en temps des inventaires d'objets divers, de prescriptions pharmaceutiques, de descriptions de paquets de cigarettes ou de paquets d'allumettes. Et le lecteur moyen serait tenté de vous demander pourquoi vous avez fait des choses comme ça. Mmh. Vous me dites tout d'abord le lecteur moyen, et ça, je vous avoue que je ne sais pas très bien ce que... j'imagine qu'il existe un lecteur moyen. Comme un français moyen, vous savez, mieux. Oui. Jeu moyen et moyen. Intelligence moyenne, culture moyenne. Oui. Non, mais en fait, c'est-à-dire, tout d'abord, je vous dirais, je ne le connais pas quand j'écris. Il me semble que quand on écrit, on n'est pas du tout conscient. Enfin, c'est ainsi pour moi, du moins. On n'est pas du tout conscient de la personne à qui on s'adresse, des personnes à qui on peut s'adresser. On est conscient simplement du fait, lorsqu'on publie, qu'on va s'adresser à pas mal de gens. On va sortir du cercle de la famille et des amis. On va donc s'adresser à une ville ou un pays ou plusieurs langues, si on s'en est traduit.
eh bien, cela, on n'en est pas conscient au moment d'écrire. Sinon, je crois qu'on ne pourrait pas écrire. Ce serait quelque chose d'impossible. Si on voulait faire plaisir à tout le monde, on ne pourrait pas. Mais ce que vous avez dit ensuite me semble plus intéressant, parce que vous dites, vous parlez du lecteur moyen, et je me suis aperçu, enfin, j'ai pas tellement de contact avec les autres, mais il me semble qu'il n'existe pas d'homme moyen avec un nez moyen et des yeux moyens. J'ai l'impression que tout le monde est extrêmement compliqué, intelligent et sensible, enfin, qu'il n'y a pas cet être que vous semblez indiquer, qui, je ne dis pas, je ne vous fais pas reproche de dire cela, mais je crois que il n'y a pas cet être qui se situerait, comment dire, je n'arrive pas à dire, dans une sorte d'anonymat. Enfin, il n'y a pas d'anonymat, il n'y a pas de gens qui n'ont pas de nom, il n'y a pas de gens qui n'ont pas de pensée. Tout le monde a quelque chose d'extrêmement profond et individuel, oui, bien sûr. Et alors, je veux dire, c'est pas, je me défends pas, mais je veux dire, on peut très bien imaginer que quelqu'un écrivant des choses bizarres s'adresse à ce qu'il y a de bizarre dans chaque individu et qui peut peut-être arriver à trouver cet accord avec cette bizarrerie qu'il y a chez tout le monde. Est-ce que c'est une façon de dire que ces passages qui existent dans certains de vos livres et qui peuvent paraître rebutants à Monsieur X, qui n'est pas moyen, qui est un individu, que vous ne les avez pas écrits dans le but de choquer ou de rebuter? Enfin, de choquer, c'est-à-dire il faut encore comprendre, s'il s'agit de le faire hausser les épaules ou de lui faire dire qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, non, on ne peut pas écrire pour des... Enfin, à quoi ça servirait d'écrire pour ça? Ça serait un divertissement bien futile. Enfin, ça ne vaudrait pas la peine. Il vaudrait mieux à ce moment-là se peindre la figure en rouge et sortir dans la rue comme ça. Là on choquerait peut-être plus. Mais il s'agit peut-être plutôt comment dire, de réveiller cette étrangeté que tout homme a en lui. Et là, il s'agit en effet d'un choc. Il s'agit bien d'un choc. Il n'y a qu'un choc qui puisse réveiller un petit peu cette étrangeté. Et je ne dis pas que ce soit indispensable à la société que tout le monde soit étrange, mais il me semble qu'il est indispensable que tout le monde reconnaisse qu'il est intelligent et profond et sensible. Et différent des autres, oui. en quelque sorte. Enfin, intelligent, ça veut toujours dire, ça suppose toujours qu'il y a bête, par opposition, mais non. Peut-être que ce n'est pas tout à fait comme ça non plus, on est amené, la société est amenée à produire des individus qui ont tendance à se renier, à nier leur personnalité, nier leur profondeur. Et le propos de l'écrivain peut être alors d'essayer de casser un peu cette carapace qui s'est faite et de retrouver la profondeur. Enfin, je ne sais pas, j'imagine que ça pourrait être ça. Vous avez dit tout à l'heure que, frappé par le choc du Renaudot, vous avez quand même réussi à échapper par la suite aux pièges qui vous étaient tendus et contre lesquels vous étiez absolument sans défense au début. D'ailleurs, ce qui frappe chez vous, dans votre œuvre, c'est l'extrême liberté, au sens le plus noble du terme, avec laquelle vous avez écrit votre œuvre subséquente, qu'il s'agisse de la fièvre, du déluge ou de l'extase matérielle que je signalais tout à l'heure. Vous n'avez pas écrit les livres qu'on attendait de vous. Enfin, vous n'avez pas écrit comme si vous saviez qu'on attendait tel ou tel type de livre. Vous êtes, par conséquent, un écrivain en liberté. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là? De liberté, non, puisque je ne suis pas... je suis conditionné par les nécessités de l'imprimerie, du livre. Mais, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je ne me suis jamais analysé là-dessus en écrivant et que j'ai essayé, je vous disais tout à l'heure que je ne pense pas aux gens pour qui je peux écrire. Et surtout, je n'ai jamais eu conscience qu'on attendait quelque chose de précis de moi. Enfin, quand j'ai eu cette conscience-là, ça m'a paru tellement épouvantable que je l'ai écarté immédiatement. Je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai écrit pour oublier. Enfin, donc, pour moi, il s'agissait bien de ne pas
reproduire indéfiniment le même modèle de voiture, enfin, ou la même voiture en changeant le modèle chaque année, mais de faire ce que j'avais envie de faire. Et je ne me suis pas préoccupé du tout de ce qu'on pouvait... D'ailleurs, je ne le savais pas, en fait. Je vous ai dit, je suis provincial, j'habite Nice, et je vais beaucoup plus souvent regarder la mer ou me promener que dans des cénacles littéraires. Enfin, je ne suis pas au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait et de ce qui se sous-entend partout. Vous êtes provincial, dites-vous, vous habitez Nice, et vous portez un nom qui n'est pas niçois et qui sonne de façon étrange, au moins à des oreilles canadiennes, Le Clésio. Quelle est l'origine de ce nom-là? Je ne crois pas que ça puisse sonner très étrange aux oreilles canadiennes, c'est un nom breton, et il y a peut-être des Le Clésio d'ailleurs au Canada. C'est simplement... je suis originaire d'un village qui s'appelle Le Clésio en Bretagne. Enfin, ma famille est originaire d'un village qui s'appelle Le Clésio dans le Morbihan, en Bretagne. Mais alors ça, c'était au temps de la Révolution française. Oui, enfin un petit peu avant. Et après cela, ma famille a... Enfin, oui, ma famille, au moment de la Révolution, c'était des réactionnaires, ils ont émigré à l'île Maurice pour ne pas voir la Révolution. L'île Maurice, c'est où exactement? Et l'île Maurice, ça se trouve à côté d'une autre île qui s'appelle la Réunion, dans un archipel qui s'appelle les Mascareignes, ça se trouve près de Madagascar, dans l'océan Indien. Donc ils ont émigré là, ils se sont installés là. Et ensuite, les Anglais ont colonisé l'île et ils sont devenus anglais, ce qui fait que je suis britannique moi-même. Il y a là quelque chose qui ne laissera pas indifférent les téléspectateurs canadiens français. Vous êtes un francophone et en même temps un sujet britannique. Oui. Et vous êtes né à Nice. Je suis né à Nice aussi. Parce que vos parents y étaient venus, votre père était médecin, c'est ça? Oui, au cours de la guerre, ils ont cherché un endroit où il fasse pas trop froid et où il n'y ait pas trop d'Allemands. Et Nice, c'était un des exemples possibles. Alors ils se sont installés à Nice et je suis né à Nice. Et est-ce que vous vous sentez vraiment un citoyen de Nice? Est-ce que les Niçois vous considèrent comme un citoyen de Nice, comme un des leurs? Non, pas véritablement. Enfin, ça a été une période assez difficile dans ma vie, enfin le début de ma vie. Donc, parce que je n'avais pas tout à fait le type physique des Niçois, qui sont plutôt brachycéphales et bruns. Et je n'avais pas l'accent niçois. Vous ne l'avez toujours pas, d'ailleurs. Non, j'ai toujours pas l'accent niçois. D'ailleurs, on me dit souvent que j'ai un accent hollandais ou quelque chose de ce genre. Par réaction, j'ai dû développer ça. Et ensuite, j'étais dans un milieu mauricien, c'est-à-dire fait de gens élevés à l'île Maurice, mais qui n'aimaient pas tellement les Français là-bas, parce qu'ils n'aimaient pas leur famille, alors qu'ils étaient partis de l'île Maurice en devenant anglomanes. Et tout ça, enfin mélangé, ça faisait une société assez confuse et très, très mal adaptée au milieu, enfin, où elle se trouvait. Et je n'étais pas très, très disposé, enfin, pour devenir un bon citoyen niçois. Est-ce que cette origine a eu chez vous des conséquences dans votre enfance? Est-ce que, par exemple, ça a déterminé une espèce de difficulté à savoir qui exactement vous étiez, de quel pays, de quelle appartenance? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'identité? Oui, il y a eu même des problèmes de nationalité, parce que actuellement, enfin, il se fait que j'aurais du mal à prouver ma nationalité française actuellement. Ça serait assez difficile. Du fait que je suis né d'un père britannique et d'une mère française, mais dont les parents étaient britanniques eux-mêmes, tout cela venant de l'île Maurice, enfin, j'aurais certaines difficultés. Mais enfin, ça, ce n'est pas tellement grave, c'est des difficultés administratives. Mais en fait, durant mon enfance, j'étais considéré un peu comme un étranger permanent. Je sais qu'au lycée et chez les scouts, enfin, les deux expériences de société que j'ai eues, j'étais le Parisien, parce que pour les Niçois, il n'y a pas pire étranger qu'un Parisien. Donc j'étais le Parisien. À Paris, il aurait été évident que j'aurais été le Hollandais ou... Le Scandinave, oui, peut-être à la rigueur. Et en Scandinavie, j'aurais été le Russe, enfin, tout ce qu'on veut. Je crois que ça a dû être assez important. Enfin, ça a dû
ça a certainement servi à quelque chose dans ma vie. Ça n'a pas été toujours très amusant d'ailleurs. Vous m'avez dit avant l'émission que vous aviez commencé à écrire avant même de lire. Vous avez commencé à écrire à un âge très tendre. Très tendre, précisez-le vous-même. Ça, je ne me rappelle pas, mais vous 5 ou savez 6 ans. il y a des enfants qui apprennent à lire avant d'écrire et d'autres qui apprennent à écrire avant de lire. Enfin, les enfants qui apprennent à écrire avant de lire sont plutôt l'exception. Ah oui, je ne savais pas. Oui. Enfin, l'exception non, mais en fait, c'est, je crois, un plaisir manuel qu'ils ont beaucoup plus qu'autre chose. Je ne crois pas que ce soit un génie extraordinaire. Mais je veux dire, il y a des enfants qui sont plus portés à la contemplation et d'autres plus portés à l'action, au travail manuel. C'est peut-être cela, en fait, qu'il faudrait dire. Bien, j'étais plutôt de ceux qui travaillaient avec leurs mains. Et je crois que je n'écrivais pas, en fait, je dessinais des mots. Et c'était ça, peut-être, qui me plaisait. Enfin, je devais faire des suites de mots qui n'avaient pas trop de signification. Enfin, j'ai commencé à écrire donc des romans vers 5-6 ans. Enfin, c'était à peu près à cette époque-là. À titre purement anecdotique, est-ce que vous vous souvenez du sujet de ces romans que vous écriviez? Il y avait un peu de tout. Il y avait des romans historiques, une histoire du roi Daniel III d'un pays imaginaire. Je devais vers 6 ans. Et puis il y avait un récit de voyage qui s'appelait Un long voyage. Et puis il y avait une sorte de récit aussi de, comment on appelle ça, de Picaro, un roman picaresque qui s'appelait Au radis noir. J'ai d'ailleurs inséré après dans un de mes livres, parce que je trouve que c'est vraiment ce que j'ai fait de mieux. Et il y avait des histoires aussi, enfin une sorte de conte de fées, des choses de ce genre. Enfin, il y avait un peu de tout. Par la suite, est-ce que vous avez lu beaucoup en comparaison aux autres enfants? Je sais pas trop ce qu'il y en est pour les autres enfants. Enfin, je crois que je ne lisais pas du tout pendant que j'ai cette période où j'écrivais. Au lieu de lire, enfin des livres, je les écrivais en quelque sorte. Et c'était un grand plaisir pour moi. Et je me souviens que le grand plaisir aussi était d'en faire des livres. C'est-à-dire de les relier, de les coller et de mettre de la colle derrière pour coller la couverture et tout ça. Enfin, le livre avait quelque chose. Sans doute j'étais contaminé par mes parents qui aimaient, enfin ma mère aimait beaucoup lire. Mais je n'ai commencé à lire vraiment que beaucoup plus tard. Enfin, je crois que je suis arrivé à l'âge de 18 ans sans avoir lu tout ce que tout le monde a lu peut-être à 15 ans. Enfin, 18-19 ans, j'ai commencé à lire Rimbaud et ces gens-là. Je n'avais pas lu avant. Je ne savais pas qui c'était. Je n'avais pas une très, très grande culture, autrement dit. Ce qu'on appelle la culture, oui. Ouais, si, enfin, la culture, c'est-à-dire lire pour le plaisir, ça peut donner de la culture. Ben, pendant cette période donc, où j'écrivais, je ne lisais pratiquement rien. Je lisais peut-être de temps en temps Tintin ou bien Jules Verne, mais enfin, je ne me cultivais pas. Vous avez déjà répondu à une question d'un journaliste au sujet de Jules Verne, que ça avait été l'Iliade de votre enfance. Est-ce que vraiment vous y avez attaché une grande importance? Ouais, c'était là, alors je l'ai lu, et il faut dire c'est vraiment, ça peut être assez extraordinaire pour un enfant, Jules Verne. Ça remue tellement de choses, aussi bien des héros de légende grecque que des personnages vraiment comiques, ou bien, enfin c'est une sorte de comédie humaine. Je trouve que c'est assez réussi pour les enfants. Alors ça m'avait assez plu. Puis j'ai lu aussi Tom Sawyer, par exemple, aussi ça m'avait assez plu. Vous avez lu beaucoup d'auteurs américains, je crois, ce qui était assez exceptionnel aussi pour les Niçois de votre âge. Oui, mais là, c'était ma mère qui allait les chercher à la bibliothèque municipale, elle aimait ça, alors je lisais ce qu'elle apportait. Et elle aimait les romans américains, alors j'ai lu les romans américains, Faulkner, enfin, Hemingway, Steinbeck, ça. Dos Passos. Dos Passos. Et très peu les romanciers français, les écrivains français qui avaient été à la mode, par exemple, dans les années 30. Je pense à Giraudoux, je pense à Giono, je pense à Mauriac, à Duhamel. Un peu Giono, peut-être. Ma mère avait un certain goût pour Giono. Mais enfin, elle m'a fait découvrir, comme ça, à la bibliothèque, un auteur assez extraordinaire qui n'est pas très connu en France, peut-être qu'il est connu au Canada. Il s'appelle Boyer, c'est un auteur norvégien. Non, il est à peu près inconnu Johan au Boyer. Canada.
Johann Boyer qui a écrit un livre qui s'appelle Le Caméléon, et qui, à mon sens, est un des grands livres de la... Enfin, c'est aussi fort que Kafka, je crois. Ça, je suis très reconnaissant de m'avoir fait lire ça. Comment réagissez-vous à la question classique qu'on pose aux écrivains, qui consiste à leur demander quels sont les écrivains qui vous ont vraiment influencé? C'est difficile de répondre à cette question, parce que je suis convaincu que les lectures vraiment importantes qu'on a faites quand on était enfant, on les a oubliées et elles sont rentrées en vous. Quand on lit un livre vraiment important, eh bien c'est comme quand on va au cinéma et qu'on voit un film vraiment bon, on rentre dans l'écran, et bien là on entre dans le livre et on oublie que c'est un livre ou on oublie que c'est un film. Surtout quand on est enfant, on fait cette confusion assez fréquente entre la réalité et la fiction, enfin, et la création fictive. Et alors c'est pour ça que je crois que c'est impossible de répondre à une question comme ça. On peut dire artificiellement, oui, les écrivains américains, ou bien oui, Kafka, ou je ne sais pas quoi. Mais en réalité, les vraies influences, celles qui comptent, celles qu'on a eues quand on commençait à découvrir les livres, eh bien celles-là, on les a oubliées, elles se sont mêlées en vous. On ne les retrouvera jamais. On ne saura jamais plus ce que c'était. Autrement dit, vous croyez aux influences, mais vous êtes d'avis qu'il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre le doigt dessus et de dire c'est tel écrivain dans tel passage qui... Même, je crois que c'est impossible de dire que tel livre a influencé ou non. Parce que je crois qu'on l'a oublié complètement. On a oublié ce qui a compté. On ne l'a peut-être même pas su sur le moment. Après, quand on est un peu plus raisonnable, alors à ce moment-là, on lit avec conscience, en sachant qu'il y a un livre, un auteur, et qu'il a une biographie et tout ça. Alors on fait un peu plus attention, on s'en souvient. Mais est-ce que vous appelez être raisonnable? Oui, comme il y a les gens de raison et les gens qui n'ont pas de raison. Enfin. Mais donc quand on est raisonnable, alors on fait très attention, on sait qu'on se cultive, on fait très attention. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on est influencé par ça? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'on n'est pas tellement influencé par ça, en fait. Vous venez de prononcer un mot qui m'arrête. Vous dites on se cultive. Or, vous avez déjà écrit la culture, ce n'est rien. Et pourtant, vous avez, vous aussi, et peut-être encore plus que d'autres, de la culture, ce qu'on appelle de la culture, des diplômes. Vous avez fait des études de lettres, etc. Et est-ce que ça témoigne de votre part d'un mépris de la culture, ou si ça témoigne d'une volonté de délimiter ce qui est vraiment la culture par rapport à l'opinion générale qu'on en a? C'est une question un peu difficile parce que, enfin, la culture, ce n'est pas méprisable du tout. Je crois que c'est quelque chose de très important. Seulement, ce qui est méprisable, c'est que la culture soit limitée à une classe d'individus, à un petit groupe, ce qu'on appelle l'élite, entre guillemets. Enfin, ou les intellectuels. Oui, mais les intellectuels, c'est le sel de la terre. Eh bien, ce n'est pas... Je ne crois pas que ce soit très honnête, enfin, je crois que ce soit très bien. Je pense que la culture, c'est... de se découvrir un être humain et de savoir tout ce qu'on a en soi. Et cela, ça ne peut... Il est d'une part scandaleux que ça ne puisse se faire qu'avec des livres, c'est-à-dire avec en bibliothèque, avec la conscience, avec l'intelligence, qui est peu de choses. D'autre part, il est scandaleux que ça ne puisse se faire qu'avec certains moyens. C'est-à-dire que si vous travaillez toute la journée, vous n'allez pas pouvoir vous cultiver. Alors, c'est pour ça que je suis très méfiant quand on me parle de culture. Ça me laisse assez... ça me gêne beaucoup. J'ai des doutes là-dessus. Je ne suis pas très, très sûr de moi. Mais en fait, est-ce que vous êtes convaincu que la culture ne peut s'acquérir que dans les livres? Bien, si vous écoutez les gens cultivés, ils vous citeront des livres, ils vous citeront des films ou des pièces de théâtre, enfin des choses qui s'appellent l'art, ou alors à la rigueur les études, les diplômes. Mais ils limiteront cela, ça sera limité uniquement à ces points de repère. Mais ce n'est pas sûr qu'ils aient raison. Non, je crois qu'ils ont tort, bien sûr. Mais la culture, c'est un mot qu'on vous lance comme ça à la figure assez souvent, et c'est assez gênant quelquefois. Du fait même qu'elle soit réservée à cette minorité, ça a un caractère très insultant.
Et j'ai cru m'en sortir souvent en disant que je n'étais pas cultivé. Et c'était évidemment assez douteux, étant donné que j'ai des diplômes et tout ça. Enfin, alors, je suis... Vous n'arrivez pas à vous faire passer pour un être inculte. Non, j'ai essayé, c'est-à-dire que dans des dîners mondains, quand on me disait « Avez-vous lu ceci ou cela ?», je disais « Non, non, je ne suis pas cultivé, je n'ai rien lu, je ne connais rien. » Et les gens me regardaient de travers, c'était faux. Souvent, je les avais lus, ou souvent, j'en avais entendu parler, ce qui est un peu la même chose. Puisque... Pour eux, c'est à peu Oui. près la même chose. Alors, je crois qu'il faut être sincère et dire que ça existe. Donc, les livres existent, il faut lire des livres, il faut se cultiver, entre guillemets. Mais il faut surtout que cela soit possible pour tout le monde, d'une part, et d'autre part que ça ne soit pas limité à ses seules études, que ce soit un mouvement intérieur, enfin une recherche de soi-même, que ce soit quelque chose de plus profond que ce que c'est d'habitude. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de remarquer que certaines conversations prolongées qu'on peut avoir avec un ami sont aussi enrichissantes pour la culture que la lecture de certains ouvrages? Oui, des faits quotidiens. Enfin, mais là, il y a une ouverture d'esprit nécessaire. Je ne suis pas sûr que ce soit possible à moins d'un certain degré de culture. Mais enfin, en admettant que on soit parvenu à donner ce degré à tout le monde, eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, on découvre un tas de choses dans la vie courante, des scènes de rue. Enfin, je ne sais pas, la réalité devient culture. Elle ne se limite pas seulement à ces objets. C'est très difficile de regarder un tableau sans regarder les murs qui sont autour. Eh bien, la culture, ça doit être justement cette possibilité de s'intéresser à la production humaine sous toutes ses formes, cette possibilité de se connaître, de s'interroger tout le temps. Et ça, je crois que c'est une chose à laquelle on n'est pas encore parvenu. Je pense qu'il n'y a pas encore sur la Terre un seul homme cultivé, enfin à part quelques peuples primitifs qui, eux, sont dans leur... ils ont établi les limites de leur culture et ils les connaissent à fond. Mais l'homme occidental, dans la voie dans laquelle il va, il me semble qu'il n'a pas encore produit un seul être vraiment cultivé, enfin, qui puisse dire « je suis cultivé ». Oui, mais il y a quand même un certain nombre d'êtres qui ont dépassé cette notion de culture livresque, qui ont puisé dans la réalité et qui sont devenus cultivés au sens le plus noble du terme, et vous êtes un de ceux-là. En plus d'avoir des diplômes. Alors, vous êtes donc un homme cultivé qui avait fait profession d'écrire. Et après avoir écrit le procès-verbal, vous avez écrit La Fièvre, qui est un recueil de nouvelles, et Le Déluge, et L'Extase matérielle, qui est un essai, à mon avis, extrêmement important, Terra Amata, Le Livre des Fuites. Donc une production, puisque vous n'avez que 30 ans, une production qui est déjà assez considérable. Et une production que les intellectuels se plaisent à déclarer qu'elle est réservée aux happy few. Donc vous n'avez pas tellement de lecteurs. Ou alors peut-être parce que je disais au début, Monsieur X, qui n'est pas un homme moyen, mais qui est un homme qui n'a pas eu cette culture livresque, n'arrive peut-être pas toujours à se débrouiller dans ce que vous avez écrit. Mm-hmm. Alors je vous pose une question hypothétique. Vous rencontriez Monsieur X, vous le trouveriez sympathique. Il n'aurait pas lu vos livres, et il éprouverait, lui, le besoin de vous demander « Racontez-moi un peu ce qu'il y a dans vos livres », et vous éprouveriez le besoin de faire l'effort de lui expliquer. Dans cette hypothèse-là, qui est assez complexe, comment répondriez-vous? Merci. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ça m'est justement déjà arrivé une fois, à Mexico. J'avais un ami qui était un Indien Huichol, et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'écrivais des livres. Alors justement, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces livres-là? Qu'est-ce que vous écrivez ?» Et j'ai dû essayer de lui expliquer justement ce que c'était d'abord qu'un roman, parce que lui ne comprenait pas trop ce que ça pouvait être qu'un roman. Alors j'ai dû lui dire qu'il y avait une coutume en France, chez les gens qui n'étaient pas Huichol, d'écrire chacun écrivait une histoire comme ça, et dans cette histoire, il essayait de dire ce qu'il pensait, ce qu'il avait frappé, ce qu'il avait vu dans la vie, enfin, comment il comprenait la vie et des choses de ce genre-là. D'ailleurs, il l'a assez bien compris. Enfin, je crois que ça ne lui a pas paru bizarre
il m'a pas regardé bizarrement, comme souvent on regarde les gens quand on comprend pas. Il a eu l'air d'admettre, mais il faut dire, les Huichols sont des gens très intelligents, ils admettent à peu près tout ce qui d'autres gens n'admettraient pas. Enfin, ce que, par exemple, les Européens n'admettraient pas des Huichols. Eux, ils admettent ces choses-là. Et donc je lui ai dit ça, les romans c'est ça, par exemple, vous dites, comme vous n'aimez pas parler de vous, eh bien vous inventez un personnage, et puis ce personnage il va et vient dans la ville, il regarde ce qui se passe autour de lui, il vit en quelque sorte, il a une vie, et dans cette vie il fait des découvertes tous les jours, des petites choses et des choses plus importantes. Il marche dans la rue, il voit des voitures, il voit des autobus, il voit des avions dans le ciel. Ou bien alors il se promène à la campagne et il regarde le paysage et voilà, il pense des choses. Enfin, c'est ça. Ça, c'est le roman. Je lui ai pas dit que j'avais écrit une sorte de chose qui s'appelle un essai. Enfin, parce que oui, mais si vous lui aviez dit que vous aviez écrit une sorte de chose qui s'appelle un essai, faites allusion évidemment à l'extase matérielle. Et si vous avez demandé, expliquez-moi ce que c'est qu'un essai par rapport à ce que vous appelez un roman, ce que vous auriez répondu? J'ai eu d'ailleurs à le faire. J'étais en visite chez les Huichols et je dormais avec la tête appuyée sur un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Ça, c'est un livre assez épais. Oui. Et un jour, 2 ou 3 Huichols, enfin des adolescents, m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Je leur ai dit, c'était un livre. Ils m'ont demandé de quoi on parlait dedans, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait bien y raconter. Alors je leur ai traduit en Huichol avec les mots que je savais, j'aurais traduit les mots et les choses. Et ils m'ont demandé un peu de leur expliquer de quoi ça parlait. J'aurais dit que ça parlait du langage, des rapports entre le langage et la réalité. Et ils ont admis assez vite qu'il pouvait y avoir en effet des livres comme ça qui soient des théories sur le langage. Et cela en partie parce qu'eux-mêmes ont une civilisation extrêmement faite autour de classements. Je veux dire, dans leur langage, et les mots sont classés par ordre. Il y a les mots pour désigner des choses arrondies, les mots pour désigner des choses vastes, les mots pour désigner des choses éparpillées, etc. Enfin, il y a tout un classement de mots. Donc ça, ils comprenaient bien. Mais en ce qui me concerne, si j'avais eu à expliquer pourquoi j'avais écrit l'extase matérielle, ça aurait été peut-être plus difficile. Il aurait fallu leur dire que j'avais toujours été consterné par les essais. Je me demandais comment on pouvait écrire des essais, dire je pense ceci, je pense cela, ça me semblait extraordinaire qu'on puisse faire ça. Alors j'ai voulu écrire un essai qui soit tout le contraire, qui soit une façon de dire que rien n'est limité au livre, tout déborde du livre. Et avant la vie, avant la mort, il y a tellement de choses que cet instant rapide qu'on appelle la vie, ce n'est pas grand-chose, c'est pas ça qui compte énormément. La société humaine, c'est pas ça qui compte tellement. Les petites idées d'un individu, ce n'est pas ça qui va compter énormément. Ce qui compte, c'est finalement cet ensemble de forces qui forment un univers, un monde ou bien une ville. Ce sont ces ensembles qui sont extraordinaires. Et j'avais essayé d'atteindre donc cette vision totale par le regard de mes deux yeux. Et c'est les deux seules choses que j'avais pour regarder. Et je suis donc parti comme ça à l'aventure sans savoir où j'allais. Et ça a fini par former un livre fatalement. C'est la plus grande ironie. Mais vous avez écrit ce qu'on appelle des romans, vous avez écrit ce qu'on appelle des récits, vous avez écrit ce qu'on appelle un essai, vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit des poèmes que vous avez parfois insérés dans vos récits. Vous avez écrit dans le livre des Fuites, il porte en sous-titre « Roman d'aventure », et pourtant vous affirmez ne pas croire du tout à l'existence des genres littéraires. Enfin, vous dites que ça n'a pas tellement d'importance. Est-ce que vous voulez vous expliquer là-dessus? C'est pas que je n'y crois pas, ils existent. C'est comme si je ne croyais pas aux cigarettes. Ça ne signifie pas grand-chose. Mais je ne pense pas qu'ils soient aussi importants qu'on veut bien le penser, d'ordinaire. Je crois que on a fait ces catégories simplement pour justement faciliter la culture, cette culture livresque. Cette culture livresque et qui donne des diplômes comme ça à longueur de vie. Eh bien, je pense que ce qui est important, c'est pas tellement de faire des séparations entre les genres littéraires, c'est que quelqu'un écrive ce qu'il a envie d'écrire. Alors il se fait que s'il n'a pas envie de dire moi je, eh bien il le dira un tel fait ci et ça.
ça ne signifiera pas que c'est un roman pour autant. S'il lui vient envie à ce moment-là de dire moi je, eh bien il dira moi je, et ça devient un essai. S'il a envie de ne pas raconter une histoire, ça devient un poème. S'il a envie de raconter une histoire, ça devient un récit. Enfin, vous voyez, mais ce qui compte, c'est que tout ça provient d'un individu, d'un cerveau, enfin d'un cerveau, d'un corps, d'un être humain qui écrit, qui fait ce travail de création. De même, ce qui n'est pas important, ce que je veux dire, ce ne sont pas seulement les livres qui comptent. Peut-être que aussi ce qu'il y a entre les livres, ça compte autant. Enfin, pas limiter les choses comme ça. Mais quand on a des théories comme celle que vous venez d'exposer, on risque, malgré soi, d'être catalogué par les autres. Les autres qui essaient de comprendre vont chercher dans l'œuvre qu'on a écrite un certain nombre de thèmes qu'ils vont mettre en épingle. Ils vont vous coller un certain nombre d'étiquettes sur le front. Et ça fait partie aussi de la règle du jeu. Un écrivain est obligé de se défendre contre des affirmations comme celle-là, ou alors de les expliquer. On a dit, par exemple, le Clésio, c'est le poète de la peur de vivre. Comment réagissez-vous à une affirmation comme celle-là? Ça doit être vrai, je pense. Non, enfin, si on le dit, c'est que ça doit être vrai. Je ne sais pas trop comment. Non, ce qu'il y a, c'est que ces étiquettes dont vous parlez, en fait, elles servent à donner l'impression qu'il y a des caractères, qu'il y a des talents, qu'il y a des personnalités. Or, je suis de plus en plus persuadé que tout le monde pense la même chose, que tout le monde est à peu près pareil, et qu'il n'y a pas véritablement de caractère. Enfin, ce qu'on appelle un caractère, c'est très très artificiel, c'est formé de détails comme ça qui ne sont pas très très importants. Et ce qu'il y a, c'est que les situations changent. Alors les individus, eux, changent. Mais vous apercevez très vite que dans des sociétés, par exemple, où les situations ne changent pas, vous voyez à quelle société je fais allusion, des sociétés où les situations sont toujours les mêmes, cultiver la terre, regarder le soleil se lever et puis se coucher, eh bien, vous apercevez que les gens n'ont pas tellement ce qu'on appelle le complexe de la personnalité. Ils savent qu'ils sont là et puis c'est tout. Enfin, il n'y en a pas un qui se croit supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui pense qu'il est plus intelligent, ni plus beau, ni plus riche. Enfin, c'est comme ça. Et ils sont comme ça, ils ne cherchent pas à se dominer les uns les autres, à faire passer leur petit caractère avant celui de leurs voisins. Alors les étiquettes, ça sert justement dans une société de caste, de classe, enfin tout ce que vous voulez, ça sert à faire des degrés. Alors il y a celui qui est intelligent, il y a celui qui est riche, etc. Enfin, et il y a celui qui a peur de vivre et celui qui est content de vivre. Voilà. Il y a celui qui se lie facilement avec des étrangers, avec des inconnus. Il y a celui qui, selon votre propre expression, est un maniaque du repli sur soi. Ça fait partie des étiquettes qu'on a... Et ça, c'est une attaque que je me faisais à moi, une autocritique. En fait, je ne suis pas tellement content d'être replié sur moi. Je crois que replié sur soi, on devient fou en peu de jours. Donc, il ne faut pas trop se replier sur soi. Mais il reste que le cercle de vos amis est assez restreint, que vous vivez encore à peu près en vase clos, n'est-ce pas? Oui, ça m'est assez difficile, j'avoue. Mais ça, je crois que ce n'est pas tout à fait de ma faute. Ça m'est difficile de faire de nouveaux amis, ça m'est difficile d'accepter beaucoup de conventions. J'ai dû accepter la plupart des conventions que je vois les autres avoir des conventions à 17 ou 16-17 ans. Moi, je n'ai réussi à les accepter, à les attraper qu'à 20, 21, 22 ans. Enfin, j'étais toujours en retard sur les autres pour ça. Pour la politesse et tous ces rites de la société. Ce qu'on appelle les bonnes manières, savoir donner la main, savoir sourire au bon moment. Oui, c'est surtout avoir l'air sincère et aimable et franc. Mais ça s'apprend. C'est comment faire des amis. De Dale Carnegie, comment faire rapidement des amis. Oui. Vous avez quand même quelques amis sincères, mais vous vivez, on pourrait décrire votre existence quotidienne à Nice comme une existence presque d'un sauvageon. Ça vous déplairait pas comme celle d'un escargot, plutôt. Un escargot, je ne bouge pas tellement, à part des marches
que je fais pas escargot, mais je ne bouge pas tellement et je suis facilement dans ma coquille. Enfin, je n'ai pas tellement de... l'escargot, c'est pas un animal qui s'intéresse énormément... Enfin, si, il s'y intéresse, mais c'est pas un animal qui va facilement au-devant des aventures. Bien d'accord. Il y a dans votre œuvre, alors là, je crois que ce n'est pas une étiquette, mais c'est une description que je trouve adéquate, vous me direz si j'ai raison ou pas. Il y a dans votre œuvre une espèce de fascination pour les détails, les petits détails, les détails infimes, et même pour les insectes, les petits insectes, les brindilles, des grains de sable. Est-ce que vous pouvez expliquer cette fascination? Est-ce que vous en connaissez les origines? Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est assez courant chez les gens, puisque je viens d'apprendre que, par exemple, il y a des psychologues qui sont au service, par exemple, d'industrie uniquement pour former le grain, je sais pas comment on dit, le grain d'une étoffe. Actuellement, on engage des psychologues qui vont étudier pour faire le tissu qui donne, ou la matière plastique qui donne les grains qui vont intéresser le plus les gens. Donc, je crois que je ne suis pas une exception pour ça. Enfin, ça me semble assez courant. Je crois simplement qu'il y a des gens qui sont plus olfactifs, d'autres plus visuels, enfin, ou plus auditifs. Ça dépend un peu de l'aiguisement des sens. Et il se fait que moi, je suis assez visuel et assez myope en même temps, ce qui fait que je vois les choses d'assez près et je m'intéresse beaucoup aux petits détails des choses. Mais je crois que vous qui êtes un chimiste, vous savez ce que c'est que de s'intéresser aux petits détails. Oui, bien sûr. Et moi qui suis un chimiste, je suis aussi fasciné par la fascination qu'exercent sur vous les termes scientifiques. Et dans votre œuvre, de temps en temps, on retrouve presque des inventaires de termes scientifiques. Oui, ça c'est le langage littéraire est souvent très insuffisant pour arriver à décrire les choses. Je veux dire que celui qui n'emploierait que le langage littéraire, il semblerait qu'il manque énormément de choses, enfin il semblerait qu'il ignore énormément du monde. Et je crois que c'est pas mauvais qu'il fasse appel à des choses extérieures au langage littéraire, comme le langage scientifique ou le langage morse ou le langage des sourds-muets, qui sont des langages autres. Et bien, je veux dire, par exemple, s'il avait à décrire je ne sais pas moi, s'il avait à décrire un mouvement de foule, est-ce qu'il devrait dire c'était une foule énorme qui avançait en faisant beaucoup de bruit ou qui avançait avec beaucoup de puissance? Ou est-ce qu'il devrait dire c'était une foule qui produisait beaucoup de décibels et qui utilisait beaucoup je sais pas, de din, je ne sais pas quel est le terme qu'on emploie. Je veux dire, en utilisant le langage scientifique, il arrive à peut-être saisir mieux la façon dont le monde autour de lui est décomposable en forces qui sont elles-mêmes mesurables, enfin dans une certaine limite. Donc il se raccroche et il se rassure pour ça, il se raccroche à des choses réelles. Parce que le danger d'un écrivain, c'est que précisément il est devant un papier blanc, généralement dans une chambre, et avec un crayon à la main, et qu'il est obligé de décrire des choses qu'il ne voit pas. C'est un menteur, alors pour Ou se un rassurer, visionnaire. ou tout simplement un imaginaire. Enfin. Oui. Donc il est obligé de se rassurer tout le temps en retrouvant des choses réelles, en essayant de dire là je n'ai pas menti puisque en effet le bruit faisait 85 décibels. Donc là je n'ai pas menti. Si on produit le même bruit de 85 décibels, on pourra recréer la même situation. Alors il se rassure comme ça, pour pas très longtemps, enfin il se rassure. Nous en arrivons presque naturellement aux problèmes qui, au fond, sont les problèmes qui vous intéressent davantage, les problèmes de langage et les problèmes d'écriture. Est-ce que vous considérez le fait d'écrire comme une fonction du cerveau, à la manière où les écrivains professionnels le considèrent? Je ne suis pas très au courant des théories modernes, même anciennes, sur l'écriture. Enfin, il me semble que c'est en une très faible mesure une fonction du cerveau. Il me semble que c'est en une très faible mesure, dites-vous. Oui, je crois que c'est aussi comment dire, écrire, c'est quelque chose d'aussi matériel et d'aussi physique que la danse.
Enfin, c'est quelque chose qui demande un effort de la main droite en général. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde d'essayer d'écrire de la main gauche et de voir à quel point ceux qui ne sont pas gauchers vont devenir maladroits et à quel point ils se rendront compte que écrire demande un contrôle de tous les muscles de la main. C'est un travail physique extrêmement précis, extrêmement difficile, et que dans ces conditions-là, on ne peut pas dire vraiment qu'il s'agisse d'un travail purement mental. Il y a tout le temps, le corps est tout le temps en action, et on se fatigue à écrire. C'est un travail extrêmement précis comme celui de la tapisserie. Enfin, il y a des mouvements pour faire les points, pour faire les barres sur les T, pour faire les accents, ceux qui écrivent en français, faire les accents, c'est quelque chose et faire des accents de la main gauche, c'est très très difficile. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que lorsque vous étiez très jeune, à 5 ou 6 ans, quand vous écriviez, c'était une façon pour vous de dessiner. Oui, dessiner. D'ailleurs, j'écrivais en couleur et j'écrivais beaucoup en faisant des cercles et des arabesques. Enfin, je n'écrivais pas comme ça en ligne horizontale, mais j'écrivais en carré. Alors là, ça faisait des dessins avec l'écriture. Et je crois que c'est ça. On ne peut pas s'intéresser à l'écriture si on n'est pas conscient que c'est aussi une façon de dessiner, que c'est une façon de représenter avec les mots. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je mets justement dans ce que j'écris, je mets beaucoup de passages avec des écritures dessinées, enfin, des inventaires ou bien des pages de journaux ou des choses comme ça. C'est très curieux. Au-delà du dessin, au-delà de l'activité manuelle précise que représente le fait d'écrire est aussi une façon de communiquer. Et dans quelle mesure est-ce que c'est un moyen de communication efficace? Bien, ça me plaît beaucoup parce que c'est un moyen de communication qui est matériel, qui se matérialise sous les yeux. Et moi qui ai du mal à communiquer oralement, enfin, ça n'a pas trop l'air ici, mais... Ça va très bien, au contraire. Normalement, c'est assez difficile pour moi de communiquer. Et l'écriture est pour moi une façon d'arriver à matérialiser donc ce que j'ai envie de dire. Bien sûr, assez limité, on n'écrit pas tout ce qu'on a envie de dire. Mais c'est une façon de le rendre matériel, de le voir se dessiner, s'imprimer. Et ça me permet donc de concevoir que la communication se fait pas seulement au niveau du langage, qu'elle se fait au niveau également je ne sais pas, d'une impression esthétique. Je veux dire que c'est exactement comme un danseur va essayer de dire quelque chose en dansant, ou qu'un musicien va le faire en jouant de la guitare électrique, ou bien je ne sais pas, un sculpteur va le faire en sculptant des morceaux de bois. Eh bien, il y aura une communication matérielle, une communication qui fait que tout ne va pas être dit dans le langage. Quelque chose va sortir du langage, quelque chose va être extérieur au langage, ou va être un langage plus grand, qui est celui d'une communication universelle, générale, qui se fait au moyen des visions de la vie quotidienne, des objets, des choses réelles. Mais la plupart des gens sont aujourd'hui plus exigeants que cela à l'égard des écrivains. Ils ne se contentent pas de cette forme de communication, même si, à vos yeux, elle peut avoir des aspects très généraux, presque universels. Ils attendent de l'écrivain autre chose. Ils attendent ce qu'on appelle un engagement social. Est-ce que vous vous sentez, vous, un écrivain engagé? Engagé, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire exactement, engagé? Ça peut vouloir dire engagé par son éditeur et publier un roman par année. Ça peut vouloir dire conscient des problèmes du Biafra ou du Vietnam. Ça veut dire conscient de la douleur des autres. Vous savez mieux que moi ce que... Mais je crois qu'on a toujours été engagé. Enfin, ça ne me semble pas tellement nouveau. Je crois que tout le monde a toujours été engagé. Simplement qu'actuellement, par les moyens de communication, il se fait que des gens à Toronto vont se trouver intéressés par ce qui se passe à Inugu. Eh bien ça, c'est dû simplement aux moyens de communication. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils oublient ce qui se passe à Toronto même, en pensant à ce qui se passe à Inugu. Mais cela dit, enfin, dans la mesure où ils ne l'oublient pas, il est évident qu'il est impossible de ne pas être concerné par tout ce qui se passe partout dans le monde. Ça, je crois que je ne pense pas que ce soit nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça s'est étendu. Mais en fait, je veux dire... C'est devenu presque instantané aussi. Oui. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que c'est devenu obligatoire, paraît-il. Enfin, ça, je crois que
Au fond, c'est même pas nouveau. En réalité, il y a toujours tendance à vouloir faire penser aux gens des choses, les obliger à penser des choses, ou les amener à penser des choses, les amener par tous les moyens, des moyens de persuasion psychique, à penser des choses, à réagir comme ça devant telle chose. Mais autrement, si on oublie qu'il y a cette persuasion, qu'il y a ce financement de l'esprit, eh bien, il est évident que le système, enfin, le fait d'être un être humain dans une société vous rend sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Je ne crois pas que ce soit spécifiquement nouveau. Autrefois, c'était le village. Bon, le village se préoccupait parce que le village voisin avait l'électricité et que lui ne l'avait pas. Bon, maintenant, on se préoccupe parce que, je ne sais pas, telle ville a plus de liberté que telle autre, ou que tel pays ou telle race a plus de liberté que telle autre. En fait, ça, c'est la même façon de réagir. C'est être un être humain dans le monde. Le problème de la communication, vous l'avez abordé d'une autre façon à titre de professeur, parce que vous avez fait, je le rappelle brièvement, même comme sujet britannique, parce que vous étiez résident en France, vous avez dû faire votre service militaire, et au lieu de faire votre service militaire, vous l'avez fait au titre de l'assistance technique, n'est-ce pas? Oui. Vous avez enseigné en Thaïlande, à Bangkok, et vous avez enseigné au Mexique. Vous avez donc été professeur. Et professeur, c'est une façon de communiquer quelque chose à des gens qui viennent exprès pour apprendre. Est-ce que votre expérience comme professeur vous a enrichi? Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous étiez un bon professeur? Merci. Non, je crois que j'étais très très mauvais professeur. Mais ça a été pour moi une expérience vraiment bien parce que ça m'a ça m'a appris des choses que je ne connaissais absolument pas. Et ça m'a obligé, j'étais obligé d'être professeur, c'était une nécessité pour moi à ce moment-là. Et ça m'a montré que, ça m'a montré qu'il pouvait y avoir une façon de s'adresser aux autres qui n'était pas celle de l'écriture. Je n'étais pas un bon professeur parce que je ne savais pas faire des cours. Je n'avais aucun goût pour la hiérarchie, pour le professeur qui est supérieur aux élèves. Je n'avais pas tellement de goût non plus pour la hiérarchie, c'est-à-dire les bons, les mauvais et les moyens. Pour moi, tout le monde était bon, tout le monde travaillait, donc tout le monde était bon. Et je n'avais pas tellement de goût non plus pour les diplômes de fin d'année, c'est-à-dire ceux qui réussissent les examens, ceux qui les ratent. Ceux qui sont passés avec moi ont tous réussi cette année-là. Mais cela dit, ça m'a vraiment intéressé. J'ai trouvé que c'était assez bien d'être professeur. Je mentionnais Bangkok, je mentionnais le Mexique, je pourrais parler des autres pays que vous avez visités, y compris des États-Unis que vous avez parcourus. Enfin, vous avez fait autour de 12 000 milles en voiture aux États-Unis. Vous avez beaucoup voyagé pour un écrivain qui habituellement est assez sédentaire. À quoi correspondait ce goût des voyages et qu'est-ce que vous en avez retiré? Ça ne correspondait pas vraiment à une curiosité parce que quand on lit les prospectus, on voit avec désespoir que tous les pays se ressemblent, que tous les gens ont l'air d'être à peu près pareils. Mais c'était pour moi une façon au contraire de sortir de Nice, d'échapper à des milieux qui me gênaient un peu, qui m'oppressaient un peu. Alors c'est pour ça que je voyageais en grande partie. Il y a eu donc ces 2 ans de service militaire là où on m'a fait voyager. J'étais envoyé comme un obus à gauche et à droite. Mais les autres voyages que j'ai faits, là, c'était pour sortir de Nice, sortir de la promenade des Anglais et de tous ce qu'on connaît à Nice. Mais à part de vouloir sortir de Nice, est-ce que vous alliez chercher quelque chose dans des villes étrangères? Est-ce que vous avez retiré un enrichissement quelconque? J'imagine que vous n'êtes pas le genre à aborder les inconnus, à faire des enquêtes sur place, à prendre le pouls de la population. Alors, qu'est-ce que vous avez cherché? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Par exemple, aux États-Unis, j'ai vu des choses, des paysages d'une beauté extraordinaire. Je ne suis pas normalement tellement sensible aux paysages, mais au Nouveau-Mexique, en Arizona, j'ai vu des choses vraiment... Je ne les oublierai jamais, c'était plus beau que du cinéma. C'est absolument incroyable de beauté, des déserts immenses, des falaises. Ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris quelque chose. Mais autrement, voyager de ville en ville, je ne pense pas que j'en ai retiré
un grand savoir. Enfin, les villes, actuellement, vous le savez sans doute, ça se ressemble beaucoup. Enfin, c'est la métropole occidentale qui s'est généralisée. Le voyage qui m'a le plus appris, c'est le voyage en service militaire. Là, j'ai vécu avec les gens. J'ai eu à payer des impôts, l'électricité, le gaz, me débrouiller. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et tout ça sert évidemment de matériel plus ou moins conscient pour les livres futurs. Et comme hélas, il ne reste qu'une minute, je vous pose une question bête. Quel serait selon vous, pour vous, le livre idéal à écrire? Je ne crois pas qu'il y ait un livre idéal. Je crois que l'idéal, c'est tous les livres ensemble. Ça serait de pouvoir lire tous les livres. Enfin, ça serait une sorte de livre général. Enfin, imaginons, je ne sais pas, un monstre venant de l'espace et étant capable par la durée de sa vie de lire tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait. Voilà, ça il lirait le livre idéal. Mais les autres, ils se contenteront des livres particuliers, des livres terre à terre. Terre à terre, c'est une expression qui s'applique parfaitement à un homme qui lui-même marche, vous l'avez dit, et donc presque tous les héros ou les anti-héros de romans marchent eux-mêmes et découvrent pas à pas cette réalité quotidienne qui, lorsqu'elle est vraiment bien assimilée, fait partie intégrante de la culture. Je vous remercie beaucoup. Merci.